Si le pays vous dépasse, vous déposez les clés. Je vais le dire aujourd'hui. Que ça coûte ce que ça va me coûter. Si vous ne pouvez plus gérer le pays, vous laissez. Alors, vous parlez. Vous savez que c'est la saison des concours, Norbert Olivier Baudet. Comment peut-on lancer... Il y avait combien de candidats au baccalauréat cette année? Environ 30 000. 300 000, voilà. Comment peut-on lancer un concours d'entrée dans une école et on met 10 places? Vous, ça vous fait rire, moi ça ne me fait pas rire. Hein. Vous, ça vous fait rire. Moi, ça ne me fait pas rire. Marcel, je vous ai souvent dit ici que quand... Est-ce que M. Biya est au courant qu'on lance un concours dans une école et on place? Quand on est dépassé par une situation... On dit 10 places. De pleurer, on finit par en rire. On dit 10 places. 10. Sur 360 communes, on dit 10 places. On n'a besoin que de 10 personnes. Autant mieux n'est pas lancé. Si le pays vous dépasse, vous déposez les clés. Je vais le dire aujourd'hui. Que ça coûte ce que ça va me coûter. Si vous ne pouvez plus gérer le pays, vous laissez. Alors, vous parlez de quel concours? Vous ne pouvez pas lancer un concours dans une école. Vous dites 10 places dans tout le Cameroun. Un par région. Combien par arrondissement? Nous sommes 360 communes. Et vous voulez qu'on se taise comment? Mais vous demandez à ces enfants-là de vous voter. Quand ces enfants se retrouvent donc occupés sur les réseaux sociaux à vous insulter, vous venez les arrêter. Vous allez dans les plantations de Njombe, vous allez à Lobo, vous partez les arrêter. Vous dites un concours direct, vous mettez 10 places. Même lyrique, ce n'est pas 10 places. Donc, vous voulez me faire croire que un enseignant sera payé chaque fin du mois pour aller enseigner 10 enfants. Dans une république qui se veut sérieuse, autant mieux vous arrêtez vos concours. Arrêtez. Vous n'êtes pas obligé de lancer. Arrêtez. 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 Très bien. Laissez tomber, vous n'êtes pas obligé de lancer les concours. Laissez. Nos enfants vont rester chômeurs. Ils vont rester chômeurs, ils vont obéir au vote. Mais les miens ne vont pas obéir au vote. Ceux qui ont mon sang ne vont pas obéir au vote. Parce qu'ils sont autant camerounais que les vôtres. On dit que la République vous appartient. Je vais d'abord gueuler dessus. La République vous appartient. Vous êtes combien de ministres et assimilés? 60. Vous êtes 60. Bon, qui met sa place? Qui met son enfant, qui ne met pas son enfant sur le concours de 10 places là? Qui met son enfant, qui ne met pas? Dites-moi, moi je veux que vous me répondiez. Qui? Vous êtes 65, non? Qui va mettre? Les gens de la présidence, les ministres d'État. Bon, celui-même, le ministre de la fonction publique lui-même, qui est le ministre de la fonction, qui donne les matricules et tout. Lui, il va mettre qui? Lui, mais qui? Dites-moi. Merci, Martial. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas honte quand vous lancez un concours, vous faites lire ça à la CRTV, à la télévision nationale, le concours direct pour le recrutement des 10 élèves candidats externes à l'école, machin. Vous n'avez pas honte. Merci vous n'avez beaucoup, pas Martial honte. Tadouna. Merci. On va accueillir Roméo Syria. Vraiment. Bida. Roméo, bon. Production 105 postes, parmi eux 1200 recrutements dits spéciaux, dont 1000 places exclusivement réservées aux auditeurs libres des écoles normales supérieures, un statut particulier de formation pour beaucoup, c'est une aubaine, pour d'autres c'est une injustice. Pour comprendre donc ces chiffres et ces tensions, nous vous recevons ce matin Dr Eboutou. Qui sont les auditeurs libres et pourquoi un tel quota selon vous? Alors, la question des auditeurs libres s'est posée au Cameroun il y a quelques années, notamment après avoir remarqué que dans les écoles normales supérieures et les écoles normales supérieures d'enseignement technique, il y avait des recrutements massifs de jeunes Camerounais qui terminaient leur formation et se retrouvaient
affectés dans des écoles où ils devaient exercer sans que les salaires n'arrivent automatiquement. Certains partaient de leur zone de confort pour se retrouver affectés dans les extrémités du pays sans qu'une prise en charge salariale soit automatique. Et on a vu donc des jeunes passer parfois 3, 4, 5, 6 ans sans salaire, certains étant même décédés au cours de leurs affectations sans jamais avoir mutilé le fruit de leur travail. Et le gouvernement avait donc pensé à l'époque qu'il fallait simplement recruter et former, mais sans plus automatiquement aller dans le sens d'une intégration de ces jeunes Camerounais-là. D'où la survenance de la question des auditeurs libres. C'est-à-dire qu'au lieu d'être recrutés, intégrés, comme cela avait lieu, on avait maintenant des jeunes qui passaient un concours, qui passaient une formation, mais au sortir de la formation, ils n'avaient plus la chance d'être intégrés dans les effectifs de la fonction publique ou alors d'espérer une régularisation de leur situation dans la fonction publique, mais devraient eux-mêmes se battre au sortir de la formation. Donc l'État s'arrêtait simplement au recrutement et à la formation, et l'aspect intégration avait été évacué. On a donc eu, depuis ces dernières années, pas moins de 10 000 auditeurs libres, c'est-à-dire que si on s'en tient aux chiffres du collectif des auditeurs libres qui ont publié un communiqué il y a quelques jours, on en a pas moins de 10 000 jeunes Camerounais qui ont intégré les écoles de formation, notamment les ENS et les N7, et qui sont sortis sans avoir jamais été intégrés. Et aujourd'hui, que ce recrutement est annoncé par la fonction publique et qu'il y a un début d'allègement, parce qu'on dit qu'on va intégrer un peu plus de 1000 auditeurs libres, vous voyez très bien que la situation est réglée pour un dixième, parce qu'elle va créer d'autres problèmes. Et quand je parle d'autres problèmes, je vois beaucoup de frustration, je vois beaucoup d'injustice. Mais docteur Eboutou, les diplômés universitaires classiques, je pense à ceux qui ont des licences, des masters non issus des ENS, est-ce qu'ils peuvent postuler à ces 1000 places? Non, je crois qu'il y a une conditionnalité qui va dans le sens de justifier une formation qui aura été menée dans le cadre d'un recrutement dans une ENS, c'est-à-dire une école normale supérieure, ou alors dans une N7, c'est-à-dire une école normale supérieure d'enseignement technique. À eux seuls, ils regorgent 10 000, comme je vous ai rappelé tout à l'heure, un peu plus de 10 000 Camerounais qui ont été régulièrement reçus dans ces écoles de formation-là et qui ont subi une formation, sauf que ces derniers n'ont pas vu leur situation être régularisée. C'est sur ces 10 000-là uniquement qu'on devrait sélectionner ou alors recruter un dixième de cet effectif, c'est-à-dire un peu plus de 1000 seulement. C'est pour cela que je parlais déjà d'une frustration qui se dessine en perspective. Parce que vous imaginez bien qu'il y en a de plus anciens qui auraient aimé voir dans le processus de sélection que l'on commençera peut-être par ceux qui font partie de la première promotion de ces ENS N7-là qui sont aujourd'hui auditeurs libres non recrutés. Mais vous verrez très bien avec nos manières de faire au Cameroun, nos processus de recrutement qui sortent souvent parfois des canaux habituels, que voilà, des gens qui sont sortis de l'école normale il y a seulement 2 ans, 1 an, et qui n'ont pas connu les mêmes galères, pas pour encourager cela, mais on pourrait donc les voir être recrutés alors que des anciens qui se battent depuis et qui sont à la limite d'âge pourraient être mis de côté. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez, docteur Eboutou? Que faudrait-il, selon vous, changer pour que ce dispositif soit plus équitable et moins clivant? J'aurais proposé que l'on essaye de recruter en masse pour évacuer déjà ce nombre-là, pour alléger déjà la souffrance de ces jeunes Camerounais-là. On parle de 10 000. Si on serait parti sur un effectif de 3 000 par exemple, cela pourrait arranger. Vous savez qu'il y a un problème criard d'effectifs des enseignants dans des écoles, dans nos lycées et collèges aujourd'hui, et notamment dans les périphéries. C'est très difficile de retrouver, de combler le ratio.
qui veut que dans nos villes, qu'on ait dans nos périphéries locales, qu'on ait par exemple un enseignant plus 50 apprenants. C'est très rare. Si je vous prends le cas par exemple de mon village, tout un CES, vous verrez que là-bas il y a à peine 2 enseignants. Donc on pourrait donc sauter sur le BEM et faire un effort au niveau de la fonction publique pour aller augmenter ce chiffre annoncé peut-être par 3. Mais on me rétorquera certainement qu'il y a aujourd'hui une conjoncture financière, une conjoncture économique qui ne permet pas ces dispositions-là. Et c'est pour cela qu'on pourrait aussi, par exemple, entre l'État et les établissements privés, engager des conventions qui puissent permettre des formes de contractualisation de ces jeunes-là sortis des ENS et des M7 pour encadrer ces contractualisations-là où l'État veillerait par exemple à ce que la masse de ces jeunes qui seraient absorbés au niveau des collèges privés, par exemple, soit que leurs conditions de travail là-bas soient respectées. C'est-à-dire que les modules de contractualisation de leurs travaux soient encadrés à partir du ministère de la fonction publique, à partir du ministère du Travail, pour qu'on n'ait pas des abus, comme on le voit souvent dans le secteur privé. Je crois que c'est une piste à explorer pour davantage créer une vanne et ne pas davantage entretenir des frustrations. Mais à côté, il y a aussi l'auto-emploi. Vous savez qu'on ne se forme pas toujours pour absolument exercer au sein de la fonction publique. On peut se former parce qu'on estime qu'on peut soi-même être un employeur, c'est-à-dire engager d'autres jeunes, ou alors partir simplement de vos modules de formation acquis pour justement vous plonger, dériver sur un autre secteur qui aurait besoin que vous appliquiez ce que vous avez appris dans cette école de formation-là. Donc, il y a effectivement le temps. Mais à ce niveau également, il faut que l'État trouve une manière d'encadrer ces jeunes-là pour que on ne se retrouve pas avec d'autres vannes de frustration. Je crois que, vu sous cet angle-là, on peut, de mon point de vue, contribuer efficacement à alléger la douleur de ces jeunes Camerounais-là qui devient assez exacerbante aujourd'hui. Docteur Eboutou, la note du ministre de la fonction publique précise que ce recrutement se fera par job posting. Le candidat choisit lui-même son établissement scolaire. En quoi cela diffère-t-il d'un concours classique? Et la préoccupation d'Emmanuel Coco, n'y a-t-il pas un risque d'affaiblissement des règles du mérite à ce moment? Oui, j'avoue que je n'ai pas très bien compris cette approche-là. Mais en même temps, je me dis que cette approche pourrait contribuer puisque les niveaux de salaire ne seront pas les mêmes. Il me semble que cette approche-là pourrait aller dans le sens d'amener les candidats à trouver un milieu qui pourrait alléger la rationalité entre leur salaire et le vécu, entre le salaire et justement la fonction qui devrait être appelée à exercer. C'est-à-dire que si quelqu'un est ressortissant du Sud, par exemple, et qui propose qu'il voudrait aller enseigner à Ambam, on pourrait voir dans cette façon de faire le fait d'alléger le coût pour lui pour effectivement se rendre utile au mieux. Vous pouvez partir des boulevards en payant 2500 francs pour vous retrouver à Ambam. Le coût de vie n'est pas assez élevé. Vous pouvez donc jongler entre Ambam et boulevard. Et à partir de là, on ne ressentirait pas forcément le coût salarial qui peut intervenir plus tard. Mais si, imaginez le cas inverse où un jeune auditeur libre qui vit à Boulevard et qui doit être affecté, par exemple, dans le Nozo. Vous imaginez, non seulement l'environnement lui est inconnu, la langue, le coût de vie, la distance et toutes ces pesanteurs-là pourraient finalement rendre inutile, n'est-ce pas, ce recrutement-là qui viendrait être une autre pesanteur à cette volonté de se rendre utile. C'est pour cela que je crois que le gouvernement a préféré amener les candidats eux-mêmes à cibler un certain nombre
de postes L'établissement, qui seraient logés dans certains environnements pour leur permettre de se rendre utiles et de se donner au mieux à leurs nouvelles fonctions. Ces 1000 places font partie des recrutements spéciaux aux côtés des 200 médecins spécialistes. Docteur Eboutou, selon vous, pourquoi l'État a-t-il fait ce choix et pourquoi un tel volume? J'ai pas bien compris la question. Alors, je rappelais que les 1000 places font partie d'un recrutement spécial. D'ailleurs, la note du ministre de la fonction publique est claire. On parle de 2305 places à pourvoir au total, aux côtés notamment de 200 médecins spéciaux. Pourquoi l'État, selon vous, a-t-il fait ce choix et pourquoi un tel volume? Alors, parce que l'État lui-même est au centre de cette controverse. C'est l'État qui a créé cette situation. On aurait, par exemple, choisi la situation radicale de recruter à minima dans les écoles normales supérieures ou dans les écoles normales d'enseignement d'enseignement technique. C'est-à-dire que au lieu, par exemple, de former et de laisser des jeunes Camerounais se retrouver dans la nature, on aurait pu choisir on aurait pu opter, par exemple, de recruter 10 personnes en filière, mais que ceci est la garantie d'être recrutés au sortir de leur formation. Que cela n'aurait pas absolument pesé. Mais là, l'État a pris une autre option, celle de faire entrer des masses et des milliers de Camerounais au sein des écoles de formation, et ceux-ci, au sortir de là, se sont retrouvés sans emploi. Et toute l'accumulation de jeunes Camerounais qui fait problème aujourd'hui, parce que l'État est maintenant face à son propre démon qu'il a créé. Comment faire donc pour calmer ce petit démon-là? C'est ça le défi, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est pour cela que vous voyez très bien que pour éviter des accès d'humeur dans les jours à venir, avec tous les problèmes que le Cameroun connaît déjà, on préfère donc commencer à donner un peu d'espoir à ces jeunes-là en recrutant en masse pour essayer de juguler ce chiffre-là qui est quand même assez important. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour l'État de compenser tous ceux qui sont partis? On sait très bien que beaucoup de Camerounais ont quitté le territoire pour le Canada. Mais je crois que ce chiffre-là est à intégrer dans cette logique-là. C'est-à-dire que quand je vous parlais de contraintes financières, donc le gouvernement met en avant, c'est l'État peut expliquer un certain nombre de réalités. C'est le fait simplement de penser qu'ils sont allés jusqu'à annoncer le recrutement de 10 000 auditeurs libres, montre qu'il y a eu un travail de fond qui est allé dans le sens justement de voir comment on peut remplacer systématiquement ceux qui ont abandonné leur poste, ceux qui se retrouvent aujourd'hui au Canada, ceux qui ont déserté, et ceux qui ne trouvent pas utile de continuer à se mouvoir au niveau du secteur de l'éducation. Donc, je crois que, et c'est là mon plaidoyer, ce travail de fond doit davantage être fait pour trouver effectivement le nombre exact, parce qu'on parle quand même des milliers de jeunes Camerounais qui sont partis. Donc, mais la réalité veut que ceux qui sont partis soient encore en train, soit de rentrer en possession de leur salaire, et donc l'État n'a pas toujours eu la main nécessaire pour arrêter cela et arrêter les processus, et en peur également des problèmes au niveau de la justice qui pourraient être engagés par certains, parce que vous imaginez bien que ceux qui sont partis ont mis sur pied un certain nombre de mécanismes qui feraient que l'État pourrait se retrouver à gérer des affaires au plan judiciaire. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont pris des mesures administratives, certains s'ils sont allés pour des raisons de maladie, validées par une certaine hiérarchie, certains aujourd'hui ont des arrêts pour des questions de redéploiement, ainsi de suite. Donc, tout ceci, c'est à l'État de faire un travail minutieux, assez rationnel, pour voir effectivement comment remplacer ces gens-là qui pourraient profiter à d'autres Camerounais qui, eux, sont aussi sur place et veulent absolument mettre leur savoir en pratique. Et de mon point de vue, ce qui a commencé par le ministre de la fonction publique là devrait s'étendre pas chaque année, mais même 2 ou 3 fois par an. Parce que dites-vous très bien, comme je le rappelais tantôt, qu'il y a déjà le boulot de l'âge qui va frapper certains. Je crois que c'est jusqu'à 45 ans pour
pour ces auditeurs libres-là. Donc, il faudrait revoir cela et privilégier davantage, de mon point de vue, ceux qui aujourd'hui se rapprochent de la limite d'âge pour que voilà, ils ne se sentent pas finalement ignorés et inutiles. Parce que quand on a quand même dépensé pour subir une formation, avec tout le coût que cela implique, il est quand même très frustrant de voir que, voilà, au moment où on annonce un recrutement, qu'on soit écarté au profit des jeunes dents longues qui peut-être ont des relations ici et là, alors que, voilà, on aurait espéré qu'on soit recruté dans cette grâce-là. Donc, il y a tout cela qui est pris en compte, mais je crois que l'État devrait faire plus d'efforts parce que c'est l'État même qui a créé ce problème-là. Il y avait d'autres options que l'État aurait pu privilégier, mais ces options-là, malheureusement, n'ont pas été privilégiées. On a choisi de former et de jeter les Camerounais en pâture. Il faudrait donc voir aujourd'hui comment les repêcher, les récupérer, pour que ceci ne constitue pas une petite bombe à retardement. On va sortir par là, docteur Eboutou. Ils sont nombreux, ces jeunes qui hésitent encore à s'engager dans la voie des auditeurs libres. Vous pensez qu'il y a espoir pour eux? Alors, je ne sais pas s'il y a espoir, mais je crois plutôt que c'est à l'État de repenser cette histoire d'auditeurs libres. C'est-à-dire que, comme j'ai commencé à le dire, former pour former, être inutile finalement, être inconséquent. Je plaide plutôt pour une formation rationnelle en tenant en compte l'adéquation effective et recrutement. C'est-à-dire que si, au lieu de former 100 personnes qui seraient jetées en pâture sans perspective de recrutement, on pourrait davantage aller dans le sens de recruter 10 personnes qui auraient une perspective de recrutement. N'est-ce pas? Cela aurait le mérite de ne pas entretenir une masse de compatriotes frustrés, mais d'entretenir l'espoir auprès de ceux qui se sont donné les chances d'être recrutés, mais un recrutement qui aboutit à une intégration à la fonction publique. N'est-ce pas? À ce niveau-là, je crois que ça pourrait aller. Mais j'insiste également sur l'autre voie alternative que je rappelais tantôt. Il faudrait aujourd'hui encadrer les conventions, les partenariats publics-privés dans le sens de l'éducation. Parce que généralement, quand vous allez dans des collèges privés, etc., c'est parfois des cousins, des gens qui n'ont pas été formés, qui sont recrutés par les promoteurs. Mais pour quel niveau de rendement? Pour quelle qualité de formation? Donc, il faudrait déjà développer un partenariat stratégique assez encadré entre l'État et ces structures d'enseignement privées pour les y obliger non seulement à recruter, à privilégier le recrutement au sein du personnel qui aura été formé dans ces ZNS et ces ZN7-là, mais également à leur proposer justement des contrats de travail assez dignes, n'est-ce pas, assez honorables, qui seraient respectés. Parce que pour la plupart, c'est souvent le problème qu'on entend souvent au niveau du ministère de la fonction publique et même du ministère du Travail, où vous êtes recruté dans un collège et autres, là, vous passez 6-7 mois sans salaire. Comment imaginez-vous qu'on peut attendre un rendement conséquent dans cette logique-là? Donc, c'est à l'État justement de créer donc un cadre pour permettre que ces jeunes-là soient absorbés au niveau du secteur privé, mais en veillant sur le respect, la respectabilité d'un cadre assez clair qui pourrait permettre à ces jeunes-là de se mouvoir et quelque part également de mettre en exercice les savoirs qu'ils ont acquis durant ces longues années de formation. Merci infiniment, docteur Eboutou, pour cette lecture de l'actualité, cette analyse. Merci de votre disponibilité.